La police se sert fréquemment des vidéos de surveillance pour identifier des criminels et résoudre des affaires. Elle sert à identifier de nouveaux suspects ou à prouver la culpabilité d'une personne déjà soupçonnée du crime. Dans de nombreux cas, ces éléments de preuve cruciaux sont ce qui permet à l'affaire d'être un succès lors du procès. Numéro 10. En 2021, une photo de rançon et des images de vidéosurveillance ont aidé la police à retrouver les auteurs d'un enlèvement contre rançon à Sydney. Un simple pyjama a été l'indice nécessaire pour retrouver les criminels responsables de l'enlèvement de Michael Haddad. L'épreuve a commencé juste après midi, le 24 octobre 2020. Ce matin-là, une camionnette blanche inconnue était entrée dans le parking souterrain de la résidence à Reed où vivait Michael. Elle y a attendu jusqu'à ce que Michael entre dans le garage juste après midi. 3 hommes masqués ont violemment forcé Michael à monter dans la camionnette. La camionnette a ensuite été vue sur les caméras de surveillance quittant les lieux, sans laisser aucun signe qu'il s'était passé quelque chose d'anormal. La famille de Michael n'a été contactée par les ravisseurs qu'après plus de 7 heures. Les criminels ont utilisé un téléphone chiffré pour envoyer des messages exigeant une rançon de 5 millions de dollars. À 20 heures, les ravisseurs ont envoyé une photo prouvant qu'ils détenaient Michael. Il était photographié assis par terre, yeux bandés et mains et pieds liés dans une pièce vide. Le lendemain, une autre photo prouvait qu'il était vivant. Sur cette photo, il portait maintenant un simple pyjama. La rançon a été progressivement réduite à 2 millions à payer en versement de 500 000 dollars. Michael était le neveu de John Ibrahim, un ancien propriétaire de boîte de nuit et un homme que la police considérait comme une figure majeure du crime organisé, tout comme d'autres membres de la famille Ibrahim. Dans la couverture médiatique de l'événement, la police a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que quelqu'un de la famille Ibrahim faisait partie du complot d'enlèvement. Mais ces liens présumés avec le crime organisé expliquaient pourquoi les ravisseurs avaient ciblé Michael. Le 27 octobre, Michael a été libéré dans un petit parking d'une autre banlieue de Sydney. Ayant encore du ruban adhésif sur les yeux, il n'a pas vu ses ravisseurs. Il a été trouvé par un passant et emmené à l'hôpital. Ce n'est qu'après la libération de Michael que des appels à témoins ont commencé à être lancés. La police disposait d'images de vidéosurveillance de la résidence qui montraient le fourgon entrer et sortir. Le fourgon avait de fausses plaques, mais il y avait un élément distinctif. Un autocollant R. M. Williams Longhorn pouvait être vu sur la vitre. La police a lancé un appel à témoins après la révélation d'images au public, mais une vidéo de surveillance inédite a donné le principal indice. Le pyjama vu sur la deuxième photo de la rançon n'appartenait pas à Michael. La police a pensé que les ravisseurs le lui avaient donné pour qu'il dorme dedans. Ils ont été identifiés comme étant vendus chez Kmart et la police a contacté le siège du magasin pour obtenir toute information sur une personne ayant acheté un ensemble. Ils ont découvert qu'il n'y avait eu qu'un seul achat en espèces de cet ensemble particulier de pyjamas dans toute la Nouvelle-Galles du Sud. L'achat a été effectué à Maryland à 20h25, le jour où Michael a été enlevé. La police a alors pu obtenir les images de vidéosurveillance de ce Kmart, où les caméras ont filmé Shadi Lozi et Zouaib Jazad en train d'acheter les articles. D'autres images de vidéosurveillance prises la veille de l'enlèvement montraient Lozi achetant l'autocollant Longhorn. Pendant l'enquête sur les 2 hommes, la police remarqua un 3e individu. Il devint évident qu'un homme nommé Ahmed Bamar était également impliqué dans le complot. La police a perquisitionné son appartement et a trouvé des endroits identiques à ceux des photos de la rançon. Les 3 hommes ont été arrêtés et ont plaidé coupables pour leur rôle dans l'enlèvement. Numéro 9. À la disparition de Nathalie Belmont, la police s'est aussitôt méfiée de celui qui l'a signalé. La vidéosurveillance a rapidement apporté les preuves confirmant ses soupçons. Nathalie, femme gentille et accomplie, travaillait comme agente immobilière à Miami. Elle aimait les enfants et créait une organisation à but non lucratif pour aider ceux atteints de fente palatine lors de sa disparition. Nathalie avait également 3 enfants à elle, dont Gérard Lobs Belmont, son cousin qu'elle avait adopté lorsqu'il avait 9 ans. Lobs est la dernière personne à avoir vu Nathalie vivante. Dans la nuit du 16 juillet 2011, ils ont assisté à une fête de remise de diplôme et sont rentrés tôt le lendemain matin. Selon Lopez, ils sont tous les deux allés se coucher peu de temps après être rentrés à la maison. Lorsqu'il s'est réveillé vers midi, Nathalie était introuvable. Lopes a signalé la disparition de sa mère, mais d'après des amis, il ne paraissait pas vraiment inquiet. Mais un voisin a remarqué son comportement étrange.
Les jours suivants, il a souvent posé des questions sur leur caméra de sécurité. Il voulait savoir si elle avait enregistré quelque chose pouvant aider à l'enquête sur la disparition de sa mère. Normalement, ce serait une chose raisonnable à faire pour la famille d'un proche disparu. Mais le voisin soupçonnait quelque chose de louche chez l'Obs. Il a affirmé que les images n'étaient pas de bonne qualité et qu'on ne pouvait pas distinguer grand-chose. Puis il a apporté les images de vidéosurveillance à la police. Les images montraient Nathalie et son fils rentrant chez eux vers 3 heures du matin, la nuit de sa disparition. 2 heures plus tard, une personne ressemblant à l'Obs a quitté la maison et déplacé la voiture de Nathalie de façon à ce que le coffre soit près de la porte d'entrée. Entre 5h12 et 5h16 du matin, la personne a été vue traînant un gros objet de la maison au coffre de la voiture. Selon la police, l'objet avait la taille d'un adulte et la silhouette semblait avoir du mal à charger l'objet dans le coffre. Il est monté dans la voiture et est parti. Peu de temps après, il est revenu, a pris d'autres objets de la maison dans de grands sacs poubelles blancs et est reparti. Il est revenu 8 minutes après. La dernière séquence de vidéosurveillance a été enregistrée à 7h41 du matin, montrant la même personne nettoyant l'intérieur et l'extérieur de la voiture. Les images ont réfuté l'histoire de Lopez. Soit il était debout et actif le matin de la disparition de sa mère, soit quelqu'un correspondant à sa description se cachait chez lui. Le corps de Nathalie a été retrouvé 3 jours plus tard dans un marais à moins d'1 mile de chez elle. Les preuves ADN ainsi que les images de vidéosurveillance ont été présentées comme preuve que l'Obs était la personne responsable du crime. L'Obs a nié l'accusation mais a été reconnu coupable au tribunal. Numéro 8. Dans l'après-midi du 9 juin 2016, les caméras de vidéosurveillance du métro londonien ont enregistré un crime choquant qui aurait pu coûter la vie à un homme. Elles ont aussi donné à la police assez de preuves pour poursuivre le criminel. Les caméras de la ligne Jubilee à Bond Street montraient quelques voyageurs attendant le train après le travail. Soudain, un homme en chemise blanche a couru sur le quai. Un autre homme en blanc s'est tourné vers le nouvel arrivant, mais n'a pu l'empêcher d'être poussé hors du quai par le premier homme. Les autres voyageurs ont couru vers le bord, tandis que la victime tentait de sortir des rails électrifiés. Dans la confusion, le criminel violent a disparu. L'incident avait débuté dans un train précédent. David Pietrasiak rentrait chez lui après son travail sur un chantier lorsqu'il a remarqué qu'un autre passager se comportait de manière agressive. L'homme criait sur les passagers et avait manifestement bu de l'alcool. David a décidé d'intervenir. Il a dit à l'homme de se calmer et de rentrer. Malheureusement, l'autre homme, identifié plus tard comme Christophe Cole, n'a pas suivi le conseil. Cole a pris une posture de boxeur, semblant prêt à une confrontation violente. En réponse, David a mis l'homme dans une prise de tête tout en continuant à crier. Après un moment, David l'a relâché, pensant que Cole allait s'arrêter. Selon des témoignages ultérieurs, les deux hommes sont retournés à leur place. Cela semblait marquer la fin de l'incident. David est descendu à Bond Street pour changer de ligne. Ce qu'il ignorait, c'est que Cole l'avait suivi en descendant du train, puis à travers les escalators de la station de métro. Une fois arrivé sur le bon quai, il a essayé de ramener David vers les escalators. David l'a repoussé et il a de nouveau semblé que Cole battait en retraite. Il est retourné seul vers les escalators et a atteint le sommet d'un escalier avant de sembler changer d'avis à nouveau. La vidéosurveillance a filmé Cole redescendant l'escalator qui montait pour revenir sur le quai. C'est alors qu'il a poussé David sur les rails. Les voies étaient électrifiées et David a dit plus tard avoir ressenti l'électricité dans son corps. Il portait des chaussures à semelles en caoutchouc, ce qui a sans doute évité une grave blessure par le courant. Bien qu'étourdi et avec un doigt cassé, il est resté assez lucide pour sortir des voies. Moins de 30 secondes plus tard, un train est entré en gare. Au moment où la police a été alertée de l'incident, Cole avait déjà fui les lieux du crime, mais avec le vaste réseau de caméras dans le métro, il n'a pas fallu longtemps pour le localiser. Il a été condamné à 10 ans de prison. David n'a pas été grièvement blessé, mais il a souffert de lourdes contusions et de problèmes de santé mentale qu'il affrontait encore au moment du verdict. Numéro 7. Après le week-end de Pâques, le personnel d'un établissement de coffre-fort à Hatton Garden, Londres, est revenu au travail pour découvrir qu'un trou avait été percé dans leur chambre forte. Des bijoux, de l'or et de l'argent liquide valant plusieurs millions de livres sterling ont été volés lors de l'un des cambriolages les plus célèbres de la décennie. La police a été appelée sur le site de Hatton Garden Safe Deposit Limited dans la matinée du 7 avril 2015. Le bâtiment était situé au cœur de Hatton Garden, quartier réputé de Londres pour le commerce de bijoux.
Beaucoup de commerçants travaillant dans les environs gardèrent leurs biens dans cet établissement pour plus de sécurité. Beaucoup découvraient que leurs biens avaient été volés. Les enquêteurs se sont vite attelés à reconstituer le déroulement du crime. La dernière étape du cambriolage était visible. Les voleurs avaient réussi à atteindre la chambre forte sous les rues animées de Londres. Ils ont alors fait face à une porte en acier épaisse avec une serrure à combinaison. Au lieu de la forcer, ils ont percé le mur avec une perceuse à pointe diamantée. Le trou demeurait, mais il restait peu de preuves. Aucune empreinte digitale n'a été retrouvée et les disques durs de vidéosurveillance avaient été volés. Mais de nombreuses autres images de vidéosurveillance venaient des environs. La première étape de l'enquête était d'analyser des centaines d'heures d'enregistrement pour comprendre ce qui s'était passé. La police a appris que le crime avait commencé peu de temps après que l'établissement ait fermé ses portes, le week-end du 2 avril 2015. Peu après, une banale camionnette blanche est arrivée sur place. La veille, des câbles électriques sous la route ont pris feu. Cela n'avait rien à voir avec le crime lui-même, mais toute personne ayant vu des ouvriers dans la zone aurait naturellement supposé qu'ils étaient là pour s'occuper des problèmes électriques. Personne n'a rien remarqué de suspect lorsque la bande de voleurs est entrée dans le bâtiment et est descendue au sous-sol par la cage d'ascenseur. Peu après minuit le 3 avril, une alarme a retenti dans le bâtiment. Un agent de sécurité est arrivé mais n'a constaté aucune effraction à l'extérieur et n'était pas autorisé à entrer dans le bâtiment sans la présence de la police. La police n'est pas venue, l'agent de sécurité est rentré chez lui. À 8 h du matin, les hommes ont quitté le bâtiment, monté dans la fourgonnette et sont partis. Ils sont revenus la nuit suivante et sont repartis juste après 6 h du matin le 5 avril. La police ne serait alertée du vol que 2 jours plus tard. La camionnette filmée par la vidéosurveillance se fondait parmi les nombreuses camionnettes blanches de Londres. Une vidéo de surveillance antérieure au braquage a fourni à la police leur premier indice. Une Mercedes blanche distinctive avec un toit noir et des jantes en alliage a été aperçue à plusieurs reprises dans les environs. Elle semblait assez inhabituelle pour attirer l'attention de la police. En vérifiant le propriétaire du véhicule, ils ont découvert qu'il appartenait à Kenny Collins, un voleur septuagénaire au lourd casier judiciaire. L'étape suivante était de surveiller Collins. Avec la vidéosurveillance et les relevés téléphoniques, la police a découvert ses contacts avec de nombreux criminels âgés. Après avoir obtenu les noms, la police a associé l'apparence et la démarche des hommes sur les images de vidéosurveillance du braquage aux suspects. La police a placé des dispositifs d'écoute dans les voitures des suspects et entendu des conversations où les hommes se vantaient d'avoir réussi l'un des plus grands braquages du monde. Le 19 mai, 6 semaines après le braquage, 12 adresses ont été perquisitionnées et le gang a été arrêté. 4 hommes, dont Collins, ont plaidé coupables pour leur participation au crime. 4 autres ont été jugés et également reconnus coupables. Numéro 6. En septembre 2023, une chasse à l'homme nationale a été lancée pour retrouver un prisonnier évadé d'une prison à l'ouest de Londres, en Angleterre. Daniel Khalif a fui les autorités 3 jours, surveillé par les caméras de vidéosurveillance. Khalif est un ancien soldat de l'armée britannique qui a été renvoyé en mai 2023. Des preuves montraient qu'il transmettait des informations classifiées à des agents iraniens. Et il a été arrêté pour violation de la loi sur les secrets officiels. Libéré sous caution et autorisé à retourner à la base, il s'est enfui et a passé 3 semaines en cavale. Il a ensuite été arrêté à nouveau et détenu à la prison de Wandsworth en attendant son procès. En prison, Khalif s'est lié d'amitié avec d'autres détenus et a trouvé un emploi en cuisine. Mais il était malheureux à Wandsworth et voulait changer de prison. Il a affirmé avoir simulé une tentative d'évasion, pensant que cela suffirait à attirer l'attention des autorités. Ce ne fut pas le cas, il devait agir plus sérieusement. Le matin du 6 septembre 23, les gardiens de prison ont effectué leur comptage habituel et ont constaté qu'il manquait une personne. Il ne leur a pas fallu longtemps pour se rendre compte qu'il s'agissait de Khalif. Peu après 7 h 30 du matin, il s'est évadé de prison. Avec une sangle spéciale fabriquée avec des casseroles de cuisine, il s'est attaché sous un camion de livraison de nourriture de la prison. Le camion était parti sans aucun problème et se trouvait déjà dans les rues de Londres lorsque l'alarme a été déclenchée. Il n'a pas fallu longtemps à la police pour localiser le camion. Le chauffeur ignorait la présence du passager clandestin et a laissé la police fouiller le véhicule. Ils ont trouvé la fronde, mais Khalif lui-même était introuvable. Une chasse à l'homme national débute. Des photos de lui sont apparues dans les journaux et sur les chaînes d'information et les images de vidéosurveillance du camion ont été diffusées. Et cela a mené au premier indice. Une femme qui conduisait à Wandsworth avait vu un homme portant un t-shirt blanc et des gants roses sortir de sous le camion de nourriture vu sur la vidéosurveillance.
À ce moment-là, elle ignorait ce qu'elle voyait. Mais lorsque l'évasion de prison a été connue, elle a compris qui était cet homme. L'indice a offert à la police un point de départ. Pendant plusieurs jours, chiens renifleurs et hélicoptères de police ont mené des recherches dans l'ouest de Londres. De nombreux témoignages ont été envoyés par le public et la police a pu recueillir des preuves vidéo de surveillance qui ont prouvé que Khalif était resté dans la région. Le 9 septembre au matin, la police a reçu un renseignement qui a permis de retrouver le criminel. Au cours de la nuit, il a été aperçu dans le quartier de Chiswick. La police a suivi cette piste et d'autres vérifications, ce qui les a conduits à Norholt. Un policier en civil a alors remarqué le fugitif à vélo et l'a appréhendé. Khalif a été renvoyé en prison avec l'ajout de l'accusation d'évasion de détention légale à ses chefs d'inculpation. Au début, Khalif a nié toutes les accusations, mais au milieu de son procès, il a reconnu s'être évadé de prison. Il a déclaré à la police ignorer que s'évader de prison était illégal. Il a ensuite été reconnu coupable d'espionnage pour l'Iran et condamné à 14 ans et 3 mois de prison. Numéro 5. C'était au petit matin lorsqu'une femme dans l'Ohio s'est réveillée et a découvert la voiture de sa fille en flammes devant sa maison. Les images de la caméra de sécurité de la propriété et la rapidité d'action de la police ont fait que le coupable s'est rapidement retrouvé derrière les barreaux. Les images de la caméra à l'extérieur de la maison de la streameuse Twitch Kylie Carter ont capté quelque chose d'étrange tôt, le 16 mai 2023. La caméra donnait sur un quartier résidentiel calme où l'on voyait rarement des gens dehors aussitôt le matin. La caméra montrait un homme avec un chapeau et un masque chirurgical approcher la voiture devant la maison et poser ce qui semblait être une brique sur le capot. Il est parti puis est revenu quelques instants plus tard avec ce qui semblait être un seau d'où dépassaient 2 bâtons. Le seau a été posé sur la brique et l'homme a mis le feu au bâton avant de prendre la fuite. En quelques instants, le dispositif de fortune a enflammé tout l'avant du véhicule. Kylie était absente lors de l'incident, mais sa mère et ses animaux étaient en présence. Heureusement, sa mère a été réveillée par le vacarme et a remarqué les flammes. Le travail de sa fille, qui diffusait des jeux vidéo sur Twitch, lui avait déjà attiré des harceleurs. Et la femme craignait qu'une personne dangereuse l'attende dehors. Elle est restée dans la maison et a appelé le 911 en voyant les flammes se rapprocher de la maison. La police et les pompiers sont arrivés vite, maîtrisant l'incendie avant qu'il ne brûle plus que la clôture devant la maison. Aucun blessé lors de l'incident, mais la police a tout de même cherché rapidement le criminel. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne localise un individu suspect dans une voiture non loin de la maison. L'homme semblait faire semblant de dormir dans son véhicule garé en bord de route dans un quartier résidentiel. L'homme a déclaré venir de New York et se rendre chez un ami dans l'Ohio. Il s'est arrêté vers minuit car il était fatigué et voulait faire une sieste, mais il a dormi plus longtemps que prévu. La police s'est immédiatement méfiée de son histoire, d'autant plus que l'homme portait exactement la même tenue que l'individu sur les images de vidéosurveillance. Il a été arrêté et identifié comme Farhan Jamil. Jamil s'était rendu dans l'Ohio depuis New York en avion, apportant avec lui le matériel nécessaire pour son crime. Selon des rapports ultérieurs, il avait suivi Kylie sur Twitch et lui avait envoyé de l'argent. En découvrant qu'elle avait un petit ami, il s'est senti floué et a voulu se venger. En octobre 2023, il a plaidé coupable de ses crimes et a été condamné à 46 mois de prison. Numéro 4. Quand la police est intervenue dans un dépôt de fonds du Kent, elle ignorait qu'elle résoudrait le plus grand vol de liquidités de l'histoire britannique. Le braquage a été filmé par les caméras, mais il a fallu des années d'enquête avant que les criminels soient jugés. Le dépôt Securitas à Tonbridge était l'un des rares centres en Angleterre et au pays de Galles à stocker des billets de banque neufs et inutilisés pour la Banque d'Angleterre. De nombreuses mesures de sécurité strictes étaient en place au dépôt pour assurer la sécurité de l'argent et des personnes qui y travaillaient. Mais jusqu'en 2006, aucune de ces mesures de sécurité n'avait jamais été mise à l'épreuve. Tout allait changer le 21 février cette année-là. Alors qu'il rentrait chez lui après le travail, Colin Dixon a été arrêté par quelqu'un se faisant passer pour un policier. Il n'a pas respecté le protocole qui exigeait qu'il reste dans son véhicule jusqu'à son arrivée au commissariat. Il a accepté de monter à l'arrière de la voiture de police et n'a compris qu'alors que quelque chose clochait. Au même moment, les criminels ont aussi pris en otage la femme et l'enfant de Colin pour garantir le bon déroulement du crime. Colin a accepté de coopérer pour leur sécurité. Il a conduit les criminels au dépôt où ils ont pu entrer. Au début, les autres ouvriers pensaient qu'il ne s'agissait que d'un exercice d'entraînement, mais ils allaient vite se rendre compte que ce n'était pas le cas.
La vidéosurveillance montrait les criminels en train d'attacher les employés du dépôt et de charger de grandes quantités de billets de banque dans le camion qu'ils avaient amené avec eux. Pendant 1 heure et demie, ils ont chargé près de 53 millions de livres dans le camion avant d'enfermer les employés dans des cages à espèces et de les y sceller. Ils sont partis vers 2h45 du matin, le 22 février. Une fois que les employés ont été sûrs d'être en sécurité, ils se sont échappés des cages et ont contacté la police. Ce qui a suivi fut une enquête approfondie qui est toujours en cours à ce jour. Parmi les premières preuves figuraient les images de vidéosurveillance du dépôt. La police a examiné les images du jour du vol et des semaines précédentes. La police a pu localiser le bâtiment où Collins se trouvait avant d'être emmené au dépôt pour le vol. Ils ont trouvé un plan sommaire du dépôt. Il était évident qu'il s'agissait d'un coup monté de l'intérieur. Les vidéosurveillances du dépôt ont identifié l'homme de l'intérieur. Quelques mois avant le braquage, Amir Hissinaj avait commencé à travailler au dépôt. Les vidéos le montraient adoptant un comportement étrange, restant devant des portes sans entrer et se tournant à des angles inhabituels. Il repérait le bâtiment et la police allait plus tard découvrir une caméra espion fixée à sa ceinture, utilisée pour obtenir un plan du dépôt. Alors que la police lançait un appel à témoins dans cette affaire, des informations ont commencé à arriver. Au fil des informations, la police a identifié les hommes vus sur les images. Ils correspondaient à la carrure des personnes et certains avaient aussi une démarche reconnaissable. En juin 2007, les procès de 8 personnes impliquées dans le crime ont commencé. Le cerveau présumé, Lee Murray, ne faisait pas partie de ces personnes. Il s'était enfui au Maroc après le crime, accompagné de son complice Paul Allen. Les deux ont été retrouvés. Murray a été incarcéré au Maroc pour son rôle, tandis qu'Allen a purgé sa peine au Royaume-Uni. La police pense qu'au moins une personne impliquée dans le crime est toujours en fuite, et toute personne ayant des informations peut contacter Crime Stoppers au 0 800 500 55 111. Numéro 3. Lorsqu'Amy Lord ne s'est pas présentée au travail, ses amis et collègues ont su que quelque chose n'allait pas. Elle a été signalée comme personne disparue plus tard dans la journée, mais il ne fallut pas longtemps avant que son corps ne soit retrouvé, et la police n'a pas non plus mis longtemps à attraper le responsable. Amy n'avait que 24 ans lorsqu'elle a perdu la vie le 23 juillet 2013. C'était une jeune femme brillante et sympathique qui travaillait comme spécialiste du marketing en ligne à Boston. Le matin de l'agression, elle devait aller à la salle de sport avant le travail avec une collègue. Elle a quitté son immeuble à 5h38 mais n'est jamais arrivée à la salle de sport. Quand Amy ne s'est pas présentée au travail, ses amis ont commencé à s'inquiéter. Les membres de sa famille n'ont pas non plus réussi à la joindre, alors elle a été signalée comme disparue à la police. La voiture d'Amy a été l'un des premiers indices pour la police. Avant qu'on ne remarque sa disparition, la police avait déjà reçu des appels sur un véhicule incendié à South Boston. Une fois qu'Amy a été signalée disparue, la police a pu relier la voiture à elle. L'indice suivant est venu des relevés bancaires d'Amy. Cela montrait qu'elle avait passé la matinée à se rendre à 5 distributeurs automatiques différents et à retirer de l'argent. La police a récupéré les images de vidéosurveillance des distributeurs où l'on voyait Amy avec des blessures au visage. Quelqu'un d'autre conduisait sa voiture. L'individu n'a jamais été clairement vu à la caméra, mais la police savait que c'était la personne qu'il recherchait. Pendant que la police rassemblait ses preuves, une autre découverte a été faite. Le corps sans vie d'Amy a été retrouvé à Hyde Park. Elle avait été frappée plusieurs fois avec un objet tranchant. L'enquête pour disparition était désormais devenue quelque chose de plus grave, mais cette découverte a donné à la police un nouvel endroit à fouiller. La police a étudié le trajet entre le lieu où ont été retrouvés le corps et la voiture d'Amy, recherchant des stations-service où le coupable aurait pu acheter du carburant. Ils ont ensuite consulté les caméras de surveillance de ces zones pour retrouver la voiture d'Amy. Et effectivement, vers 8h, quelqu'un dans la voiture d'Amy s'est arrêté à une station-service à une intersection voisine. Les images d'un magasin d'alcool n'ont pas permis d'obtenir une bonne image de l'homme, mais elles l'ont montré en train de parler à une autre personne. Cette personne s'est ensuite manifestée pour identifier l'homme comme étant Edwin Halimani. Edwin Halimani a rapidement eu de nouveaux problèmes avec la police. Alors que l'enquête sur l'affaire d'Amy se poursuivait, la police a reçu un appel concernant un incident similaire avec une autre femme. Kaylee Ballantyne habitait à seulement quelques pas de la maison d'Amy. De retour chez elle tard le 23 juillet, après son service de nuit, elle a été attaquée par quelqu'un qui s'était introduit de force dans son immeuble. Elle s'est défendue et a réussi à lui donner un coup de pied à la main alors qu'il tenait une arme. Il s'est blessé lui-même et a pris la fuite. Kaylee a reçu de l'aide et a été emmenée à l'hôpital.
La police a de nouveau récupéré les images de vidéosurveillance autour de l'immeuble. Les images montraient un homme quittant les lieux, sa chemise enroulée sur la tête. Ses tatouages distinctifs correspondaient à ceux d'Alimani. Peu de temps après, Alimani est entré dans le même hôpital où Kaylee était soignée. Un ambulancier a prévenu les autorités, sa blessure et son apparence correspondant à la description de Kaylee. Il a été arrêté sur place. Il a été reconnu coupable au tribunal et condamné à la prison à vie. Numéro 2. Paul Allen essayait de reprendre sa vie en main lorsqu'une attaque horrible a failli lui coûter la vie. L'ADN, les images de vidéosurveillance et un iPad retrouvé dans la Tamise sont devenus des éléments de preuve cruciaux pour résoudre l'affaire. Allen faisait partie des criminels emprisonnés pour le braquage du dépôt Securitas, ayant plaidé coupable pour son rôle dans le crime. Et il a purgé 6 ans de prison avant d'être libéré en 2016. Il est d'abord retourné dans le sud de Londres, où il a grandi, mais des menaces contre sa vie l'ont poussé à déménager avec sa petite famille. En 2019, il habitait à Woodford, nord-est de Londres, avec sa compagne et ses enfants. Pendant la majeure partie du 11 juillet 2019, la journée s'est déroulée comme n'importe quelle autre. Mais cela a changé vers 23 h. Alan était dans sa cuisine quand des balles ont traversé les fenêtres du rez-de-chaussée. Il a été touché 2 fois, dont une au cou. Sa compagne était chez elle lors de l'attaque et a aussitôt prévenu les autorités. Transporté d'urgence à l'hôpital, les médecins lui ont sauvé la vie, mais il reste paralysé de la poitrine aux pieds. Pendant que l'on s'empressait de sauver la vie d'Alan, une Renault Captur s'est éloignée de la scène du crime. L'un des premiers indices recueillis par la police dans cette affaire était une preuve ADN trouvée sur les lieux. Les balles avaient été tirées depuis le jardin d'un voisin. Lorsque la police a examiné la clôture à cet endroit, elle a trouvé des traces d'ADN appartenant à 2 hommes, Daniel Kelly et Louis Ahern. Kelly et Ahern étaient des criminels chevronnés. Leur casier judiciaire comprenait surtout des cambriolages et vols. C'était la première fois qu'ils vivaient une situation aussi grave. Au fil de l'enquête, la police était de plus en plus persuadée que ces 2 hommes étaient responsables de l'attaque. Après avoir examiné les images de vidéosurveillance, ils ont repéré la Renault Captur quittant la scène, retrouvée via une société de location. Les registres ont révélé qu'elle avait été louée par Stuart Ahern, frère de Louis, peu avant l'attaque. Les 3 hommes ont été arrêtés, mais la police a continué de collecter des preuves. Un élément de preuve crucial a aussi été trouvé grâce à Louis Ahern. Pour une raison inconnue, Louis Ahern a avoué être sur les lieux lors du crime. Il a déclaré qu'il croyait qu'ils étaient là pour repérer la propriété pour un cambriolage, sans connaître de projet violent. Il a dit qu'après avoir quitté les lieux du crime en voiture, il s'était arrêté sur une route précise et qu'il était sorti prendre l'air. Kelly avait disparu vers la Tamise, revenant plus tard sans mentionner où il était allé. La police avait vu cette scène sur les caméras, mais y a prêté plus d'attention, envoyant des détectives avec détecteurs de métaux sur la rive du fleuve, pensant que Kelly y avait jeté l'arme. Mais à la place, ils ont trouvé un iPad couvert de boue. L'équipe de médecine légale a pu extraire une carte SIM de l'appareil, ce qui a fourni davantage de preuves numériques reliant les 3 hommes entre eux et au crime lui-même. Le mobile du crime n'a jamais été déterminé, mais le juge pensait qu'il était d'ordre financier. Les 3 hommes avaient déjà commis d'autres crimes avant l'attaque contre Allen, dont un vol dans un musée à Genève, également filmé par des caméras de surveillance. Les hommes ont été arrêtés pour avoir tenté de vendre des biens volés à un policier en civil et reconnus coupables de complot contre la vie d'Allen, bien que le juge ait suggéré d'autres personnes impliquées. Les 3 hommes ont été condamnés à 30 à 40 ans de prison. Numéro 1. Ying Zhang n'avait que 26 ans lorsqu'elle a disparu sans laisser de traces un après-midi de juin 2017. Seules les images de vidéosurveillance ont permis à la police de comprendre ce qui s'était passé. Ying était une jeune femme brillante et studieuse qui s'est rendue aux États-Unis pour étudier. Elle a terminé première de sa promotion à l'université et a obtenu un master à l'université de Pékin. En avril 2017, elle s'est rendue aux États-Unis en tant que chercheuse invitée à l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign. Elle étudiait la photosynthèse et la productivité des cultures. Le 9 juin, elle prévoyait de signer un bail pour un appartement plus proche de l'université. À 13h39, elle a envoyé un message à l'agent pour l'informer qu'elle avait du retard et qu'elle n'arriverait pas avant 14h10. Cette heure est passée et il n'y avait toujours aucune trace d'elle. À 14h38, l'agent immobilier lui a envoyé un message pour lui demander quand elle arriverait, mais il n'a reçu aucune réponse.
Rapidement, les amis de Ying Ying se sont inquiétés pour elle. Ne pouvant la joindre, ils l'ont signalée disparue ce soir-là. Les recherches pour la retrouver ont commencé immédiatement. La police, informée par l'agent immobilier, a analysé les images de vidéosurveillance sur le trajet de Ying Ying entre son appartement et le lieu de rendez-vous. Le trajet aurait nécessité 2 bus. Les vidéos de surveillance ont révélé que Ying Ying a parcouru la première partie de son trajet sans problème. Vers 13h50, elle est descendue du premier bus. Elle a attendu un bus à un arrêt, puis a réalisé que la ligne vers son appartement était de l'autre côté de la route. Les images de vidéosurveillance ont capturé Ying Ying, essayant de faire signe au bus de s'arrêter, mais le chauffeur ne s'est pas arrêté, car elle était du mauvais côté de la route. Elle est allée à un autre arrêt pour attendre le prochain bus. Alors qu'elle marchait, une Saturn Astra noire l'a dépassée. Puis la vidéosurveillance a filmé le même véhicule revenant et s'arrêtant près de l'étudiante. On l'a vu parler à quelqu'un à l'intérieur pendant un moment, puis elle est montée dans la voiture. C'était un indice crucial qui finirait par mener la police jusqu'au coupable. Très peu de voitures correspondant à la description étaient immatriculées dans la région, que la police a examinées méthodiquement une à une. Ils sont finalement arrivés à Ben Christensen. Il a d'abord déclaré être resté chez lui toute la journée où Ying Ying a disparu. Mais la Saturn Astra devant sa maison correspondait parfaitement à celle de la vidéosurveillance, même les dégâts sur l'enjoliveur. Christensen a dit avoir pris une autostoppeuse asiatique le jour de la disparition de Ying, mais elle a paniqué après un mauvais détour, alors il l'a laissée descendre. Il ne savait même pas que cette femme était la même personne qu'il recherchait et il ne savait pas où elle se trouvait. La police n'a pas cru cette histoire. Sa petite amie était plus sûre qu'il n'avait rien fait et a proposé de porter un micro pour prouver son innocence. Des semaines se sont écoulées sans rien d'incriminant. Mais le 29 juin, alors qu'ils assistaient à une marche commémorative pour Ying, il lui a avoué qu'il était responsable. Christensen a ensuite dit à sa petite amie qu'il avait ramené Ying chez lui, où il l'a attaquée et lui a ôté la vie. Il a aussi déclaré avoir tué d'autres femmes et que Ying était sa 13e victime. Les enquêteurs ont confirmé que seule la première partie des aveux était exacte. Une autre fouille de son domicile a révélé des preuves ADN confirmant que Ying y avait été agressée et blessée. Christensen a été jugé coupable et condamné à la perpétuité. Il a ensuite été révélé qu'il avait jeté le corps de Ying Ying dans une benne à ordures vidée 3 jours après sa disparition, ses restes n'ayant jamais été retrouvés. Merci à tous de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Aussi, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Je suis Top 5 Unknowns, à bientôt dans la prochaine vidéo.